Il a été reçu en l'absence du ministre de la Communication par le directeur général de la Communication, Guy-Laurent Ramanakamounz, qui assure également la fonction de secrétaire général par intérim. Le responsable du bureau Afrique de l'organisation Reporters sans frontières a rappelé que son rôle est non seulement de défendre la liberté de presse, mais aussi de rappeler à la presse son devoir de responsabilité. Selon Ambroise Pierre, l'organisation s'efforce de réagir quand il y a des cas relatifs à la liberté de presse, comme la suspension des stations audiovisuelles qui ont été créées durant la transition et la condamnation judiciaire des journalistes d'une station radio de la capitale. Le responsable de l'organisation de défense de la liberté de presse reconnaît que cette affaire est délicate puisqu'il y a eu des dérapages, mais il demande à ce que les sanctions ne soient pas trop dures pour ne pas nuire à l'image de Madagascar dans le contexte politique actuel. Le secrétaire général par intérim du ministère de la Communication a réitéré les éclaircissements déjà apportés par le ministre de la Communication par rapport à ces sujets. Sur la suspension des stations audiovisuelles créées à partir de 2009, le secrétaire général a remis au responsable du bureau Afrique de Reporters sans frontières le décret 99-096 portant cahier des charges des entreprises audiovisuelles privées qui stipule en son article 1er que l'octroi d'une autorisation de fréquence résulte des décisions prises à la suite du dépouillement d'appels d'offres ou d'appels à candidature lancés par la CSCA. Il a fait noter qu'aucun appel d'offres ni un appel à candidature en bonne et due forme en matière d'exploitation audiovisuelle n'a été encore lancé à Madagascar depuis 2009. Ce qui fait que toutes les autorisations de création de nouvelles stations audiovisuelles délivrées depuis 2009 ont été entachées d'irrégularités, d'où leur suspension. En ce qui concerne la condamnation judiciaire des journalistes d'une station de la capitale, le secrétaire général du ministère a réitéré que le ministère de la Communication n'a rien à voir avec les affaires judiciaires touchant cet organe de presse et ses journalistes, étant entendu qu'il n'a pas porté plainte dans cette affaire qui les condamne à un emprisonnement ferme. En tout cas, les deux parties ont manifesté leur volonté d'améliorer et développer les échanges d'informations pour dissiper les malentendus. Le ministère de la Communication a réaffirmé son ouverture au dialogue, ses portes étant grandes ouvertes pour toute demande d'éclairage pour donner sa version des faits, et cela afin d'éviter des manipulations à des fins politiques. Le responsable du bureau Afrique de Reporters sans frontières, Ambroise Pierre, a évoqué également la disposition de l'organisation pour coopérer avec le ministère de la Communication pour améliorer les choses. Il a fait noter que dans le cadre de son passage actuel, il donne des conseils aux journalistes pour améliorer l'exercice de leur métier. Son organisation contribue, dans d'autres pays, à l'amélioration de la législation du métier de journalisme. Dans un tout autre domaine, les cyclones seront plus violents cette année à Madagascar, d'après les explications recueillies auprès du BNGRC de la météo durant la remise de matériel effectuée par le gouvernement français. Foulara Farassou et Stéphane Alphonse étaient sur place. Les cyclones qui passeront cette année à Madagascar vont diminuer de nombre, mais seront plus violents et apporteront beaucoup de pluie, selon les explications de l'adjoint du secrétaire exécutif du PNGRC et le directeur d'exploitation d'information au sein de la météo. En général, 3 à 4 cyclones passent dans la grande île chaque année, entre novembre jusqu'au mois d'avril. Tout le personnel du Bureau national de la gestion de risques et catastrophes est actuellement en phase de préparation. Leurs tâches de recueil et de partage d'informations seront plus faciles grâce à cet ordinateur équipé de logiciels cartographiques offerts par le gouvernement français par le biais de l'attaché de sécurité intérieure auprès de l'ambassade. Et ça passe bien évidemment par des capacités d'exploitation de renseignements, de réalisation de documents, de cartographie. Et ce petit matériel qu'on voit ici, bien qu'il ne soit pas très volumineux, participera directement à la réalisation de ces informations qui pourraient être transmises aux plus hautes autorités. Donc nous avons évoqué ensemble un certain nombre que devait relever le BNGRC. Ce sont des défis à la fois en interne et à la fois en externe. Le BNGRC est une structure jeune, mais en pleine expansion, et quand on parle de montée en puissance,
c'est véritablement une montée en puissance de manière exponentielle. Selon toujours ses responsables, le partage d'expériences entre les pays de la Commission de l'océan Indien est un grand avantage pour Madagascar afin de mieux se préparer aux catastrophes naturelles. Un nouveau bâtiment vient d'être installé à l'Institut supérieur Saint-Michel-Itos. Grâce à cette nouvelle infrastructure, les étudiants de cet institut pourront désormais suivre une formation professionnelle après le baccalauréat. Nour Souranjaman et Andra Zonarvo ont assisté à la cérémonie d'inauguration d'aujourd'hui. Ce nouveau bâtiment de l'ISSM, ou l'Institut supérieur Saint-Michel-Itos, est composé de 23 salles de classe pour accueillir 300 élèves. Il regroupe 3 départements, à savoir les formations en informatique, télécommunications, commerce international, gestion, tourisme, hôtellerie et environnement. Le nombre des étudiants bacheliers augmente chaque année. C'est la raison de l'extension de cet établissement vers une formation professionnelle dont les travaux qui ont duré 2 ans et ont été financés par la conférence épiscopale italienne. Notons que le diplôme délivré par l'ISSM est reconnu par le biais du ministère de la fonction publique. Ce bâtiment a été inauguré par son Excellence Monseigneur Odon Marie-Arsène Razanakulna, archevêque d'Antananarivo, à l'occasion du 10e anniversaire de l'ISSM. Cap sur Vohemar à présent. Le port de Vohemar est menacé par des fissures qui pourraient entraîner l'écroulement de l'infrastructure. Les opérateurs économiques se plaignent car les trafics et les opérations portuaires sont réduits. Seule une partie du port d'une longueur de 49 mètres est exploitée, ce qui est insuffisant. Nathalie Léab nous en dit plus. Situé dans le nord-est de l'île, dans la région de Sava, le premier port de Vohemar, construit en 1960, d'une longueur de 53 mètres, connaît actuellement des problèmes faute de réhabilitation. Après un contrôle par plongée sous-marine et effectué des photos marines, les résultats ont montré la présence de nombreuses fissures au niveau du support de l'infrastructure du port et qui pourraient entraîner l'écroulement de ce dernier. Selon le directeur général Jocelyn Indianatour, le port de Vohemar nécessite une réhabilitation et un prolongement d'au moins 200 mètres. Rappelons que l'ancien quai et le nouveau constituent à eux deux un total de 102 mètres. Le port de Vohemar constitue un enjeu économique dans la région, car c'est à partir de ce point que partent les exportations de vanille et les importations de matériel et de marchandises alimentant la région en provenance du port de Tuamasin. Les opérateurs économiques de cette partie de l'île lancent la sonnette d'alarme afin que le nécessaire pour cette réhabilitation soit fait. Et pour terminer ce journal, nous allons suivre à présent l'Afrique en bref. Somélien à Washington, une première depuis plus de 20 ans. J'ai le plaisir d'annoncer que pour la première fois depuis 1991, les États-Unis reconnaissent le gouvernement de Somalie. Une reconnaissance politique et de nouvelles perspectives pour Hassan Sheikh Mahamoud. Il pourra désormais compter sur des aides financières américaines et internationales pour reconstruire son pays miné par la guerre, le chaos et les islamistes Shebab. Après plusieurs reports, ouverture au Rwanda du procès de l'ancien homme politique Léon Mugesera. La première audience est largement axée sur un discours anti-Tutsi prononcé en 1992 lors d'un rassemblement de son parti. Un discours très violent, considéré comme l'un des éléments déclencheurs du génocide de 1994 qui a fait au moins 800 000 victimes. Léon Mugesera vivait depuis plusieurs années avec sa famille au Canada avant d'être extradé en janvier dernier. Arrestation au Ghana de Charles Blé Goudé, un farouche partisan de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. L'ancien dirigeant des Jeunes Patriotes, en exil depuis plus d'1 an et demi, a été interpellé à Accra. Il est actuellement aux mains de la police ghanéenne. Charles Blé Goudé ne dispose pas de statut de réfugié politique. Il est visé par un mandat d'arrêt de la justice ivoirienne pour son implication dans la crise post-électorale de décembre 2010 qui a fait près de 3000 morts.
En République démocratique du Congo, cérémonie à la mémoire de Patrice Lumumba, héros de l'indépendance congolaise assassiné il y a 52 ans. Hommage en présence du chef de l'État et de plusieurs responsables politiques. Plus d'un demi-siècle après la disparition du tout premier ministre congolais, la justice belge a décidé récemment de rouvrir le dossier. Un procès important pour la famille de Patrice Emery Lumumba qui a salué une courageuse initiative. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.